Donc, c'est le dernier intervenant que nous attendons. Je pense que par rapport à l'aspect technique, on a vérifié les micros de nos intervenants. C'est bon. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Yacouba Dramé, journaliste fact-checker basé à Mopti, au centre du Mali, à 622 km de la capitale Bamako. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ce webinaire organisé par le consortium Tama Media de la France, Cetanal Media au Sénégal et La Voix de Mopti au Mali. En fait, ce consortium a été créé dans le cadre d'une initiative de jumelage des initiatives francophones de lutte contre les fausses informations financées par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est dans ce cadre-là que le consortium a conduit un projet de 7 mois. Durant ce projet de 7 mois, ça consistait à faire des productions, des contenus, des articles de vérification, des podcasts, des vidéos, mais surtout, durant les 7 mois du projet, les trois rédactions ont produit 5 notes d'analyse sur les tendances de la désinformation en Afrique de l'Ouest. Donc, ce webinaire rentre dans le cadre pratiquement des dernières activités de ce projet et puis aussi de discuter un peu des tendances de la désinformation en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, le thème du webinaire, c'est fausses informations en Afrique de l'Ouest francophone, tendances, acteurs et cibles. Donc, ce matin, nous avons deux intervenants avec nous, M. Boubacar Sankari et M. Lassine Niamali, mais qui vont intervenir juste après l'introduction des 5 notes d'analyse par l'analyste en chef dans le cadre du projet qui a produit les 5 notes d'analyse, et puis aussi le leader du consortium Tama Media qui est basé en France, dont le représentant aussi va parler un peu de la désinformation en rapport avec la diaspora malienne et sénégalaise basée en Europe et ailleurs. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Aliou Diallo. Aliou Diallo va intervenir par rapport aux 5 notes d'analyse produites dans le cadre de ce projet. Je rappelle juste Aliou Diallo est un journaliste fact-checker basé à Bamako. Il est chargé de programme au niveau de la plateforme Bembere Verif, qui est l'une des organisations pionnières de lutte contre la désinformation au Mali. Ali aussi, tout va bien. Si tu peux ouvrir ton micro, si tu es dans les dispositions d'ouvrir euh, ta caméra aussi, il n'y a pas de souci. The floor is yours, Ali. C'est bon avec le micro, Ali? Ali, est-ce que vous m'entendez? J'ai activé le micro. Ah, maintenant, c'est bon. Sinon, ce n'était pas le cas il y a 2 secondes. Merci beaucoup, Yacouba. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, pour la caméra aussi, je n'ai pas l'autorisation, je ne peux pas le faire, mais ce n'est pas grave. On peut rester. Je préfère qu'on garde la caméra fermée. Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon. Allez-y. Super, super, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme Yakou le disait, je suis Aliou Diallo. Je travaille principalement pour la plateforme Bembere. Je suis chargé de programme au niveau de la composante, la troisième, qui s'occupe de la lutte contre la désinformation au sein de cette organisation qui, entre autres, travaille sur d'autres sujets. Alors, mon travail a consisté, durant l'exécution de ce projet, en partenariat, bien sûr, avec Tama Media et aussi Sénatal de France. Mon travail a consisté à coordonner et la collecte et aussi à
à produire un peu le résumé de ce qui a été collecté durant tout un mois. Donc, il était attendu de moi que je produise après chaque 30 jours de collecte et d'observation de fausses informations qui circulent au Mali, mais aussi au Sénégal et aussi par la diaspora de ces deux pays basés en France. Il est attendu que moi, je produise une note qui revient un peu sur cette tendance et éventuellement identifier les acteurs et aussi voir qui sont les cibles de ces fausses informations. Alors, durant les 5 mois, on a produit 5 notes. La méthodologie, on l'a voulu vraiment très simple. Et on savait aussi qu'elle avait dès le départ beaucoup de limites, mais elle a consisté principalement à engager ces 3 rédactions en demandant à chacune de ces rédactions de proposer une personne et une personne qui était dédiée vraiment à suivre et à récolter tout ce qui était information non fondée et information qui n'était pas accompagnée d'éléments factuels qui est de le renseigner dans un tableau qu'on avait mis en place en ligne. Et il a s'agi pour cela avoir un journaliste de Tama Média, un journaliste de Sénatal, mais aussi un journaliste collecteur de la Voix des Mopti. Et donc, à partir de ce qui a été récolté là, de la part de ces 3 personnes, et dans un tableau qui a été mis en ligne, et à la fin du mois, il fallait revenir sur ce qui a été récolté et voir qui sont les auteurs de ces fausses informations. Est-ce qu'on était en mesure déjà de pouvoir les identifier à partir du moment où ça peut s'agir des pages Facebook, mais parfois qui sont localisées dans un pays qui est hors zone où nous travaillons, mais qui s'intéressait beaucoup à l'actualité et qui partageait beaucoup des informations qui n'étaient pas fondées sur des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Alors, pour cela, il y a eu un exemple très frappant dans l'une des notes à la fin du mois, quand on essayait de voir les informations, en tout cas ce qui était récolté, et qu'on faisait une analyse pour voir les pages Facebook qui diffusaient cette information. Est-ce que c'était des pages Facebook qui étaient basées au Mali, au Sénégal ou en France? Alors, on se rendait compte que non, la plupart de ces pages Facebook étaient parfois à partir de ce que Facebook offre comme information sur ces pages Facebook, c'est que c'était des pages Facebook qui étaient basées, par exemple, au Maroc ou en Algérie. Alors, il appartenait à moi, mais aussi aux collecteurs et à l'ensemble des personnes qui étaient engagées dans le cadre de ce projet, de se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousserait des pages Facebook ou des comptes qui étaient localisés dans ces pays-là à s'intéresser autant à ce qui se passe dans cette région du monde et pourquoi ils mettaient autant d'énergie à partager des informations qui n'étaient pas du tout fondées parce que quand on essayait un peu de vérifier le type de contenu qui était distillé, on comprenait qu'il y avait beaucoup de manipulations derrière des événements qui se déroulaient notamment au Mali et au Burkina Faso et qui étaient récupérés d'une autre manière par ces pages-là. Et donc, la méthodologie a vraiment consisté à faire cette observation et à renseigner ces publications dans un tableau et à la fin du mois, essayer de voir est-ce que ces publications qui étaient les cibles, quels sont les narratifs qu'on retrouvait le plus, est-ce que c'était les sujets en lien plus avec les questions sécuritaires, est-ce que c'était les sujets en lien surtout avec les questions d'immigration, on en a récolté quand même des fausses informations qui touchaient plus ou moins les questions migratoires dans cette région de l'Afrique, surtout à partir de l'Algérie vers le Maroc aussi, et qui avait un lien avec ce qui s'est passé notamment au Niger. Et donc, les limites étaient que le nombre de personnes qui étaient engagées pour la récolte ou pour l'observation de ces contenus était très limité parce que 3 personnes pour essayer de couvrir principalement des pays, le Mali et le Sénégal, mais par ricochet et on essayait d'étendre vraiment ça en essayant de jouer sur l'expertise, mais aussi la place et le rôle que je pouvais jouer Tama Media qui est un média à la fois basé en France, mais aussi au Mali, parce que
parce que ces travailleurs, notamment celui qui était le plus engagé dans ce projet, était basé au Mali. Donc, il a aussi, là, s'agit de voir qu'est-ce que Tamam Media pouvait nous permettre, et aussi en partie sénatale, de savoir sur le rôle et la place que pouvait jouer la diaspora africaine dans cette lutte contre, dans la prolifération, si vous voulez, de ces fausses informations dans notamment au Mali et au Sénégal. Et on se rend compte déjà, on savait que c'était des acteurs qui jouaient des rôles qui sont quand même importants dans tout ce qui est communication en ligne. Et au Mali, les acteurs sont connus et qui sont très populaires, mais qui ne sont pas au Mali, mais qui sont très écoutés. Certains sont aux États-Unis, mais d'autres aussi sont en Europe. Alors, il fallait pour nous de savoir pourquoi les gens les faisaient autant confiance et quels sont les narratifs sur lesquels ces personnes-là essayaient de surfer pour toucher quand même des populations qui vivent dans leur pays d'origine. Alors, les trouvailles sont entre autres des choses plus ou moins déjà documentées par pas mal d'initiatives qui ont eu à travailler dans ce sens. C'est que c'est des acteurs qui sont très populaires, mais aussi qui ont une certaine légitimité parce ils ont quand même ils bénéficient de ce côté, ils vivent en Europe, donc ils sont plus imprégnés de ces réalités-là que la population ici-là qui les écoute. Et ces personnes-là s'adressent à cette jeunesse connectée dans les langues qu'ils comprennent. Donc la langue est un facteur qui est vraiment important dans tout ce qui est viralité de ces contenus-là. Et donc, la plupart de ces acteurs, c'est des acteurs qui s'expriment dans les langues locales qui sont très bien compris par cette grande partie de la population qui est toujours connectée et qui écoute ces contenus. Alors ça, c'est un premier aspect. Et l'une des trouvailles aussi, ça a été d'essayer de voir cette migration entre les plateformes. C'est que si par un passé très récent, Facebook occupe, en tout cas, ça reste toujours l'une des plateformes les plus populaires en termes de chiffres qu'on a sur le nombre de personnes inscrites et sur ce qui est contenu qui peut être viral. Mais on se rend compte de plus en plus cette migration vers TikTok, qui aussi devient un réseau social aujourd'hui au cœur de ce dispositif que ces acteurs-là ont pour la diffusion de l'information ou pour le partage de tout ce qui est contenu en ligne. Alors, les acteurs sont connus, hein, certains sont très populaires au Mali. Je vais citer par exemple, si vous voulez, son nom m'échappe, mais qui est aux États-Unis, alors qu'il y a un acteur qui est vraiment très populaire, plus ou moins, mais qui, tout le temps et tous les jours, parle aux Maliens en s'adressant, en leur parlant dans des langues qu'ils comprennent, mais aussi en surfant sur l'actualité. C'est comme si c'était une édition qui était là. Et tous les jours, vous avez de l'information, de l'actualité qui était disponible sur ce compte. Et ça permettait vraiment à cet acteur-là d'avoir de l'audience qui est connectée et d'avoir des gens qui savent que chaque jour, on peut retrouver un contenu qui est créé, qui est partagé. Et ça permettait à ces acteurs aujourd'hui nationaux qui se posent des questions sur un certain nombre de sujets, de trouver parfois des réponses de confirmation en lien avec ce qu'ils pensent. Donc, ça a vraiment été, entre autres, les trouvailles qu'on a eu à développer avec quand même une grande limite sur la méthodologie parce qu'on n'avait pas du tout un outil qui nous permettait de collecter, si vous voulez, de tout ce qui est information en ligne. On n'avait pas un outil, on n'a pas utilisé un outil de captation de contenu en ligne. Tout était entre guillemets manuel et très rudimentaire. Et donc, sûrement que beaucoup de choses nous ont échappé. Donc, voilà, en, en, en quelques lignes, Yacouba, une, euh, une explication sur la méthodologie et les, les grandes, entre guillemets, les grandes trouvailles qu'on a eu à faire durant ces 5 mois. Et ces 5 mois, chaque mois, on en a produit une note de 2 à 3 pages
a consisté à revenir parfois sur ces contenus, à essayer d'identifier les acteurs et voir aussi les cibles. Et c'est ce qui était surtout vraiment très intéressant, surtout quand il fallait chercher qui étaient les cibles de ces contenus qui n'étaient pas vrais, mais qui étaient créés, diffusés et largement partagés. Merci. Merci beaucoup, Aliou Diallo, pour cette présentation des 5 notes d'analyse que vous avez travaillé durant les 7 mois. Donc, sans faire plus de transition, je rappelle juste que Aliou était chargé de peaufiner les fausses informations collectées par les collecteurs des 3 organisations, dont Aliou était l'analyste en chef. Donc, dans le cadre du projet, toujours, je le disais, Tamam Media est le lead du projet. Tamam Media, c'est un média basé en France. Nous avons son représentant avec nous, Sagaïdou Bilal, qui est journaliste, fact-checker, qui est aussi le chef du desk dédié à la vérification des faits au sein des Tamam Media. Sagaïdou va intervenir un peu par rapport à la diaspora dans le cadre de la production des notes, c'est que les collecteurs et puis les 3 rédactions ont eu à avoir comme données par rapport à la diaspora. Sagaïdou, je vais vous demander d'ouvrir votre micro. Euh, c'est bon? Oui, c'est où? Voilà. Donc, ma première question, c'est de savoir quel est le rôle de la diaspora dans la diffusion des fausses informations en Afrique. Ouvert maintenant, j'espère. Oui. Ah, ok. Oui, Tu go ahead. m'entends, Dramé? Oui, oui, c'est bon, allez-y. Ok. Bonjour à tout le monde. Au fait, bon, comme l'a rappelé Dramé, je vais Sagaïdou, faut voir avec les micros. poursuivre et rebondir sur celui qui vient d'exposer le livre ces derniers mois. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, maintenant, allez-y. On a toujours des soucis, Sagaïdou. Je ne sais pas, c'est un problème des réseaux ou bien des micros. Oui, vous m'entendez maintenant? C'est bon, maintenant, c'est super. Ok, merci. Voilà. Oui, Je ne sais pas je disais, si vous avez entendu la première question que moi je vous avais adressée. oui, vas-y. Voilà, c'était quel est le rôle de la diaspora dans la diffusion des fausses informations en Afrique? Oui, et en ce qui concerne les rôles, il faut les prendre à 2 niveaux. La diaspora, l'idée n'est pas de parler de la diaspora uniquement comme propagateur de fausses informations. Il faut reconnaître que au-delà de cette tranche qui est active dans la diffusion ou la fabrique même des infox, il y a d'autres qui sont issus de la diaspora qui militent ou qui font un travail considérable dans la lutte contre cette désinformation. Mais ce qui est important à rappeler que Aliou a parlé de certains éléments, surtout le facteur qui contribue à cette tendance-là, à appréhender le mieux cette tendance, mais aussi les motivations des uns et des autres. Quand vous prenez la région, bon, je ne vais pas parler du Sahel, mais je prends l'Afrique de l'Ouest francophone de façon générale. On sait ces dernières années, la région est jusque-là en ébullition en termes de situation sociopolitique, l'évolution, les dynamiques locales, là, à ce niveau. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, interviennent sur ces champs. Voilà, en résumé. D'accord. Sagaïdou, je vais vous poser
La dernière question, c'est de savoir après la collecte des fausses informations, surtout les comptes qui sont basés en Europe dans le cadre du projet. Est-ce qu'il y a des nationalités spécifiques qui viennent en tête de peloton par rapport à ceux qui propagent des fausses informations? Oui, il y a, comme on a eu à l'évoquer, le travail a été, la méthodologie a consisté à travailler de façon manuelle, pour ne pas dire mécanique. Donc, on n'a pas utilisé des outils pour cela. Et donc, si on parle de cette perspective, on remarque très souvent que ceux qui interviennent sont issus de ces communautés. Et notamment, on prend le Mali en ce qui concerne les pays de l'espace de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez le Mali. Quand vous prenez le Mali, et la première l'un des profils qui vient en tête, c'est, comment on appelle ça, le monsieur, le fameux Urgent qui est basé aux États-Unis, Sekou Tunkara, qui vient comment on appelle ça, qui vient en tête. Et au niveau de Paris aussi, quand vous prenez la diaspora malienne, vous avez Dany de Paris qui est là. Bon, ce n'est pas pour dire que tout le temps il diffuse des fausses informations, mais les contenus qu'il produisent, souvent on peut y trouver des contenus à tendance infox qui peuvent induire en erreur. Vous allez prendre également, outre le Mali, vous allez prendre le Burkina. Au Burkina, vous avez le fameux ex, bon, je ne sais pas si on peut on peut utiliser ce terme pour le qualifier, le Ibrahim Meiga, devenu ancien journaliste, devenu activiste, très proche du pouvoir de Ouagadougou, qui est très actif sur ces questions et qui a été impliqué dans pas mal de désinformation ou des campagnes de désinformation et là, c'est documenté. Je prends juste un exemple pour illustrer ce cas. Lorsqu'il y a eu le deuxième coup d'État au Burkina, je crois, c'était en 2022, vers septembre 2022, si je ne me trompe pas des dates. Il y avait une diffusion d'un certain nombre de vidéos deepfake qui ont été relayées, on a commencé d'abord à les relayer par WhatsApp, mais sur les réseaux sociaux, c'est Ibrahim Mega qui a été le premier à les relayer sur ses comptes. Et là, ça a été documenté. Donc, c'est pour dire que chacun de ces pays, quand vous les prenez, vous allez trouver des gens qui arrivent en tête, qui sont très suivis et de façon très globale, parce que les termes, je n'aime pas trop les termes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de panafricanisme. Bon, moi, je dirais plutôt les autoproclamés panafricanistes qui sont là, qui militent. Nathalie Niam, par exemple, qui très souvent est, comment on appelle ça, est répertorié ou bien qui fait partir, qui est épinglé, voilà, c'est ça le mot, qui est épinglé dans pas mal de travail de vérification. Donc, c'est pour dire que au-delà de ces communautés-là, il y a aussi d'autres personnes qui sont ici de la diaspora qui ne sont pas originaires de nos régions, mais qui sont d'une manière ou d'une autre, ou bien qui ont des liens avec notre continent. Voilà, pour ne pas être encore assez long. Ok, merci beaucoup, Sagaïdou Bilal. Je rappelle juste que Sagaïdou Bilal est journaliste fact-checker. Il est le responsable de la rédaction du desk lutte contre du desk vérification des faits de Tamam Media, qui est l'organe lutte dans le cadre de ce consortium-là.
Les deux intervenants ont intervenu dans le cadre de la production de contenu, surtout des notes d'analyse durant les 7 mois du projet. Donc, ça, c'était l'interne. Maintenant, on va partir avec nos deux intervenants. Je rappelle que nous avons deux invités. Après la production et l'explication interne, nous voulons aussi avoir l'expertise externe par rapport aux notes d'analyse et surtout par rapport aux tendances, aux acteurs et aux cibles de ces désinformations en Afrique de l'Ouest francophone. Nous allons commencer avec notre premier invité. Notre premier invité, c'est Boubacar Sankaré, mais il est connu généralement avec, je ne sais pas si c'est un pseudo, le nom Bokar, Bokar Sankaré. Bokar Sankaré est journaliste chercheur. Il est le rédacteur en chef de la plateforme Bembéré. Je rappelle qu'il est doctorant en sciences politiques. Actuellement, il travaille sur une thèse à l'Université libre de Bruxelles. Son dernier œuvre euh, est intitulé Les familles fondatrices de Bamako, une histoire de l'État au Mali. Donc, Bokar Sankaré va intervenir aujourd'hui par rapport à la méthodologie de travail du consortium et aussi il va faire une appréciation générale par rapport aux 5 notes produites dans le cadre du projet. Bokar, je vais activer votre micro. Faut voir si ça va avec le Oui, micro. OK, the floor is yours. Go ahead. merci Yacouba. Bonjour tout le monde. Moi, je vais essayer d'être aussi concis que mes, mes prédécesseurs, Aliou et Sagaïdou. Alors, comme l'a dit Yacouba, moi, je dirige la plateforme, la rédaction de Bembéré et puis surtout le service de vérification Bembéré Vérif qu'on a mis en place. Et à côté, je travaille comme chercheur aussi à l'université et j'ai aussi occupé des postes d'analyste. Donc, c'est avec toutes ces. C'est un peu sur la base de ces expériences-là que je vais me prononcer sur les notes, les 5 notes d'analyse qui ont été soumises à à mon appréciation, on va dire ça comme ça. Et je remercie Yacouba de m'avoir associé à cet exercice-là. Pour commencer, moi j'avais des questions, j'avais beaucoup de questions. Peut-être qu'après Aliou et Sagaïdou pourraient revenir pour répondre. Mais en lisant les notes, j'avais des questions surtout sur l'objectif de ce produit-là, en fait. Mais bon, j'ai entendu Aliou dire que c'était surtout pour aussi évaluer l'impact des tendances en termes de désinformation dans ces pays-là couverts par ce travail. Et contribuer aussi, j'imagine, à une problématisation beaucoup plus claire de certains enjeux qui sont touchés par cette désinformation, notamment auprès de certaines catégories que les procès ciblent, en l'occurrence la diaspora. L'autre catégorie, les personnes analphabètes, peut-être qu'il faudrait beaucoup plus spécifier parce que c'est une catégorie qui est difficile à manier, on va dire ça comme ça. Après, je ne sais pas non plus si des échanges ont eu lieu en fait à l'interne en amont pour décider de la structuration de la note mensuelle et donc arrêter un squelette à reconduire chaque mois en termes de format, par exemple, et comment je ne sais pas non plus si le choix en fait des thématiques relève du rédacteur ou de la rédactrice ou comment cela s'est passé
d'habitude. Mais tout ce que je peux dire, c'est que bon, la formule actuelle, peut être davantage améliorée. Sur la question des outils, j'avais des questions, mais Aliou a expliqué que c'était plutôt un travail manuel, que le travail de collecte s'appuyait beaucoup plus sur les productions des médias, partie prenante du, du, du projet. Mais ce que moi j'ai constaté, c'est que les notes sont beaucoup plus axées sur le qualitatif, en fait, en termes de méthodologie. Et même si des données quantitatives sont souvent aussi mobilisées, mais la collecte, de façon générale, des données est cantonnée au contenu des réseaux sociaux. Autrement dit, on pourrait parler en fait de ce qu'on appelle une ethnographie, en fait, qui est l'adaptation des techniques de recherche ethnographique aux communications en ligne, y compris les communications sur les réseaux sociaux, par exemple. Bon, tout le monde ici sait que l'émergence de ces outils-là a bien quand même renforcé la participation politique d'une catégorie qui est ciblée par le projet, notamment les migrants. Et ça a contribué à une tendance à la multiplication, surtout des formes de mobilisation de cette catégorie-là, en fait. Et ce qui est bien cet exercice cette démarche, on va dire ça comme ça, méthodologique, qu'est la ethnographie, c'est que les données sont collectées, par exemple, sans la présence d'un enquêteur, en fait, bon, qui comporte les risques, par exemple, dans le cadre de l'ethnographie, de collecter des données qui peuvent être parfois biaisées, parce que ça, c'est l'une des limites dans cet exercice-là. Mais cela ne veut pas dire que il y a pas de limite, qu'il n'y a pas de biais non plus dans l'ethnographie. Au-delà de tout ce que Aliou a évoqué, moi j'ajouterais par exemple la représentation biaisée que tout cela peut entraîner parce que ce qui se passe en ligne peut parfois être en décalage en fait par rapport à la réalité. Il y a les questions éthiques que tout ça pose en fait, sans oublier que c'est une collecte qui se passe, qui intervient sur l'espace numérique, qui est qui est très dynamique, comme vous le savez. Et ça, c'était sur la méthodologie. Maintenant, sur le contenu. Alors, moi, je dirais, sur la base de ce que j'ai lu, surtout que qu'en lisant la plupart des notes, ce que je peux dire, c'est qu'il y a besoin, en fait, d'aller vers une problématisation beaucoup plus précise dans la formulation, par exemple, des thématiques qui, en l'état, me semble être beaucoup plus générique, en fait. J'ai aussi remarqué qu'il y a très souvent un manque d'exemples précis, en fait, de fausses informations qui, dans certaines notes qui pourraient servir des fils rouges, en fait, pour conduire, par exemple, l'analyse. Bon, tout ça a une explication, en fait. Et parfois, on n'a pas une idée très claire, en fait, des acteurs. C'est-à-dire, la fausse information vient de quel acteur, dans quel terme et pourquoi, en fait. Ça a une explication pourquoi, parce que moi, j'ai trouvé que l'exercice était beaucoup plus descriptif, en fait, et moins analytique. Un exemple, c'est que dans la première note, par exemple, il y a une désinformation sur le Tchad euh, qui, bon, selon laquelle le Tchad a tourné le dos à la France, bon, ce qui a été le cas après, de toute façon, quelques mois plus tard. Mais cette désinfo aurait pu davantage, par exemple, donner lieu à une analyse sur le changement d'alliance
géopolitique avec une mise en perspective, en fait. Et sans oublier qu'il n'y a pas assez de détails non plus sur qui en est à l'origine. Ça, ce sont des choses qu'il est possible de rattraper. Et il est intéressant aussi de constater que dans la deuxième note et dans les notes suivantes, le contexte au début se focalise surtout sur les événements qui ont généré de la désinformation. Ça, c'est très intéressant. Mais il y a très peu d'éléments analytiques sur les implications, par exemple sur l'impact en termes d'enjeux, surtout ayant trait aux préoccupations des catégories que vous ciblez, notamment la diaspora et les acteurs aussi qui sont ciblés par cette désinformation-là et les populations de façon générale. Et ensuite, il est important aussi de remarquer que dans la note, en plus de l'analyse écrite, il y a très peu de recours, par exemple, au visuel pour illustrer les dynamiques importantes. Mais tout ça pourrait faire partie des points à prendre en compte pour améliorer davantage cet exercice-là. Mais le dernier point sur lequel je vais en terminer, d'ailleurs, parce que j'ai promis d'être aussi bref que mes prédécesseurs, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire? Moi, je ne sais pas si, par exemple, il serait intéressant de recourir à une méthode comme, par exemple, l'analyse des réseaux, bon, qui est connue de toutes les façons en sciences politiques et dans d'autres disciplines. Moi qui vous en parle, je n'ai pas eu à l'utiliser d'abord, à part que j'ai eu des cours dans le cadre de mes études sur ça et des séminaires, etc., notamment dans le cadre de la thèse. Et l'analyse des réseaux est très intéressante et pourrait, par exemple, porter surtout sur les acteurs. Comment sont-ils connectés, par exemple, parce que c'est de ça aussi qu'on a besoin de ça, de comprendre tout ça aussi dans le cadre de cet exercice-là au niveau de la région ouest-africaine. Donc, qui sont les acteurs, comment ils sont connectés, et donc quels peuvent être les liens potentiels, par exemple, entre ces acteurs-là, et pour avoir des informations qui permettent de tracer vraiment le réseau. Bon, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il va falloir miser sur la recherche documentaire, faire du terrain aussi, des interviews par exemple, et au-delà de la collecte qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est aussi un point un élément qu'il faut pointer, c'est que l'analyse dans les notes est beaucoup plus basée sur le contenu des réseaux. Il n'y a pas d'autres sources. D'autres sources ne sont pas mobilisées, par exemple. Et donc, si un recours peut être fait à cette méthode-là, ça permettra d'étudier surtout, par exemple, les similitudes qu'il peut y avoir entre les acteurs qui sont les producteurs de ces informations-là, les relations sociales que ces gens-là peuvent entretenir, par exemple, au sein de la diaspora malienne. Il n'est pas forcément dit qu'il n'y a pas de relation entre tous ces acteurs que vous connaissez aussi bien que moi. Et, donc, les similitudes, les relations sociales, les interactions aussi que ces acteurs-là peuvent avoir, en fait. Mais ça, c'est un travail, une piste à explorer pour aller plus loin. Je suis curieux de savoir ce que les collègues autour de la table pensent de tout ça. Et ensuite, en termes de structuration, il serait intéressant, par exemple, et ça c'est peut-être des choses, je peux les mettre ici, mais par exemple, sur la page de garde, mettre un résumé des principales observations, par exemple sous forme de bullet point, et peut-être, pourquoi pas, un sommaire qui donne une aperçu un peu des différentes parties de la note.
en fait. Ça, c'est globalement ce que je voulais dire sur les 5 documents que moi j'ai parcourus. Et puis, remercier encore une fois Yacouba et mes prédécesseurs. Ok, merci beaucoup, Bokar. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Avant de donner la parole à Nyangali, et puis, je ne sais pas, en matière de documentation, si vous voulez partager quelque chose avec les participants et tous ceux qui sont ici, vous pouvez mettre dans le chat. Moi, je voulais juste demander par rapport, en se référant aux 5 notes d'analyse là, et la façon dont on voit Aliou, après, tu vas revenir quoi? En se référant, je voulais juste voir votre idée par rapport au travail des fact-checkers en Afrique francophone, quoi. Boka? Hmm. Pour le micro, Bokar, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est les 5 sur 5. Alors, sur le, sur ce travail-là, de façon générale, euh, moi, je sais que bon, c'est un exercice dont les limites sont, sont connues, en fait, Yacouba. Et je vais être bref, parce que aujourd'hui, on est nombreux à constater qu'il y a ces limites-là, et qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être plus une utilité euh, pour tout le monde, hein, à former davantage surtout le public lui-même, en fait, à la maîtrise des moyens, de ces moyens d'information, en fait. Et donc, il y a une utilité à aller beaucoup plus vers, euh, vers cette démarche qui consiste à encourager un examen critique et lucide, en fait, de la production, euh, bon, que ce soit journalistique et même de contenu aussi, qui sont diffusés sur d'autres plateformes. Donc, c'est ces besoins, en fait, qu'il y a. Pas, en fait, c'est limité à la, bon, à cet exercice de vérification ou à la formation des journalistes, bon, qui est beaucoup plus complexe de toutes les façons, parce que la plupart du temps, on se rend compte que bon, les fondamentaux ne sont même pas reçus par la plupart de ces acteurs-là. Quoi. Donc, aller vers, vers une formation plutôt du public, surtout sur la maîtrise de ces moyens d'information. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que bon, Lassine est là, il est mieux placé pour parler de ce sujet-là, quoi. Merci beaucoup, Bokar Sankaré. Merci pour ces précisions et puis merci aussi pour ces analyses sur le travail effectué. Donc, je rappelle juste que Bokar, son dernier, et les familles fondatrices de Bamako, une histoire de l'État au Mali. On trouve pratiquement dans les grandes librairies au niveau de Bamako, et aussi aux éditions La Sahélienne. Donc, cette fois-ci, je vais introduire Lassina Nyangali. Lassina Nyangali est journaliste, il est consultant média, il est formateur, il est cofondateur du site lejalon.com, qui est aussi une des organisations pionnières en matière de lutte contre la désinformation au Mali. Lassina Nyangali va intervenir là en ce moment. On va aller vers vers plus, on va partir dans un système global qui n'a rien à voir avec uniquement le travail du consortium, mais on va parler de l'Afrique francophone en général et des dynamiques en termes de tendances et autres là. Donc,
Je vais juste demander à Lassina Nyangali d'ouvrir son micro. Lassina, il faut voir si le micro, ça va. Oui, bonjour. Super, mais merci beaucoup. Donc, Lassina, on va rentrer plus en profondeur, hormis même les 5 notes analyses produites par le consortium. Moi, la première question que j'aimerais vous adresser, c'est de savoir quelle est la motivation des diffuseurs des fausses informations en Afrique. Merci beaucoup, Dramé, pour la question. Bonjour. Nyangali, un petit souci de micro, on ne vous entend pas. C'est coupé, c'est toujours coupé, hein, Nyangali. Le micro est ouvert, mais nous, on ne vous reçoit pas. Ce que je vais faire, je vais désactiver le micro et puis te demander de l'activer encore, quoi. Un petit souci avec Nyangali, je pense qu'il va revenir tout de suite. Certainement un problème de réseau. Avant le retour de Nyangali, je rappelle après l'intervention de Nyangali, on va ouvrir le débat au public. Aliou, Oui, avant Yakuba. d'avoir Nyangali, toi, tu voulais intervenir? Non, 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 je voulais juste que tu actives la transcription de la réunion par Zoom. Mais Ok. sinon, avant que Niakali ne soit là, comme disent les acteurs de la radio, essayer de meubler un peu le lieu. Non, pour juste dire que, alors, ce travail, comme a dit Bokar, hein, il y a pas mal de points sur lesquels on pouvait mieux faire, mais ça demandait beaucoup plus de travail. Mais il a parlé de, surtout, on a essayé vraiment par rapport au choix, est-ce qu'il faut faire une analyse qualitative ou quantitative? Alors, on a vraiment essayé d'aller vers une analyse qualitative parce que non seulement on savait que on n'avait pas assez de moyens et d'outils à notre disposition, je parle vraiment du consortium, pour récolter le maximum de données possibles. On savait qu'il y avait beaucoup de choses qui échappaient au dispositif qu'on avait mis en place pour capter ces fausses informations-là. Et donc là, il fallait vraiment essayer de récolter peu et d'essayer d'avoir quelque chose qui peut englober l'ensemble en essayant de faire les connexions nécessaires sur la base des observations qu'on faisait. Alors, on s'est rendu compte, après le début du travail, que c'était vraiment pas facile de couvrir. Je pense qu'on a été trop ambitieux pour des entre guillemets, hein, des petites rédactions que sont La Voix des Mopti, Sénatal et aussi Tama Média, de vouloir couvrir non seulement 2 pays, le Mali et le Sénégal, mais aussi de couvrir euh, l'activité de la diaspora de ces 2 pays sur le cyberespace. C'était vraiment très ambitieux et donc ça, il fallait faire un choix et on a essayé de travailler de telle sorte qu'on puisse quand même produire quelque chose qui puisse revenir sur les trucs. Et l'autre point, et je termine par ça, Yacouba, peut-être Ok, il faut que terminer. Niagali est Je déjà pense que là. Nyangali est revenu. Tu peux Voilà, terminer. je termine par là. C'était aussi, est-ce que le contenu qu'on voyait, est-ce que c'était de la désinformation pure, dure? Alors, il y a eu je me souviens qu'il y a eu beaucoup de débats entre les différentes rédactions. Est-ce que tel contenu renseigné par tel collecteur, c'était vraiment de la désinformation ou c'était quelque chose d'autre? Et donc là aussi, ça me rappelle l'exemple que Bokar a cité sur
les retournements d'alliance sur ces informations qui ont lieu vers le Tchad. Donc, ça me rappelle ces discussions qu'on avait eu à avoir. Donc, voilà, entre autres, vraiment, voilà ce que je voulais ajouter sur ce D'accord, point. Ali, Merci beaucoup. il n'y a pas de problème. Ali, il faut voir si le micro est ouvert, mais nous, on ne vous attend pas. Il faut voir. Oui, bonjour. Oh, super, ça va. Je crois que j'ai traîné avec moi l'épidémie de l'estage du Mali. J'ai eu une électricité. Ah, d'accord. Je disais qu'il y a des motivations idéologiques, politiques qui sont nourries par les frustrations coloniales et néocoloniales. Alors, tous ceux qui diffusent les fausses informations servent beaucoup sur le sentiment anti-français, le sentiment anti-occidental. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, ça, c'est les motivations économiques. Ces motivations économiques aussi sont entretenues par le fait que les diffuseurs de fausses informations, ils reçoivent de l'argent de la part des gens qui les entretiennent, pour qui ils font ces campagnes. Il y a aussi une part de responsabilité des plateformes. C'est-à-dire Facebook, YouTube et autres ont monétisé les contenus. Donc, le fait de monétiser les contenus, ça pousse beaucoup de personnes à diffuser les fausses informations. Alors, l'autre motivation politique, motivation économique, au-delà de ça, il y a aussi, quand on considère les comptes qui sont en Algérie, au Maroc, etc., ce sont des comptes qui sont alimentés par des soutiens des différents groupes aux armées opposées à l'État. Donc là aussi, il y a des revendications politiques, il y a des motivations je sais pas, propagande derrière. Alors, le quatrième aspect, côté gouvernemental, je ne dis pas le gouvernement malien, mais de manière globale. Alors, il y a des acteurs étatiques aussi qui s'investissent dans la propagande. Parce que les fausses informations, ce n'est pas uniquement sur les comptes des influenceurs ou bien voilà, des activistes. Souvent, ça vient aussi dans les communications officielles, y compris dans les discours. Je me rappelle quand un de nos responsables gouvernemental dit Takuba, le sens c'est le sabre en Touareg, et les sabres, le sens ça veut dire diviser le Mali en deux. Bon, pris tel que le mot exprimé comme ça, alors ça peut convaincre beaucoup de citoyens maliens parce que nous sommes dans un pays où les sentiments anti-occidentaux étaient très forts aussi. Nous avons une majorité de population qui n'est pas instruite, donc ils n'ont pas une capacité d'analyse poussée pour faire la part des choses entre l'opinion et les faits. Donc, globalement, ce sont les principales motivations que moi, je peux relever. D'accord. Merci beaucoup, Nyang'ali, pour cette réponse. La seconde question, ça, c'est par rapport à la production des 5 notes d'analyse. En lisant ces notes-là, je rappelle que j'ai partagé les liens des 5 notes dans le chat. On remarque qu'il y a beaucoup de fausses informations qui tournent autour des opérations militaires ou bien de l'incision militaire. Selon vous, pourquoi les opérations militaires et l'incision militaire font l'objet de désinformation? Bon, et les fausses informations sont en fonction de l'actualité. Donc, je pense que les périodes couvertes par les différents rapports ont coïncidé avec l'intensification des actions militaires. Je vois une question, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, Oui, tu peux continuer après, je vais lire. oui, donc ça concerne l'actualité militaire parce que je me dis que ces périodes-là ont été dominées par les crises, par des opérations militaires. Et
aussi, l'essentiel des pays concernés sont des pays qui traversent des crises sécuritaires, notamment le Sahel, depuis 2012-2011. Donc, ces pays traversent des crises multidimensionnelles. Donc, c'est le sujet principal, au fait, c'est la matière principale même du débat public, raison pour laquelle tout ce qui est fausse information tourne autour de ça. D'accord. Avant de te donner la dernière question, c'est un participant, Amadou Sangaré, qui demande qu'il n'avait pas compris l'explication que vous avez donnée par rapport au sens de Takuba, quoi. Le mot Takuba, c'est le sabre en Touareg, je pense, hein. D'après l'explication donnée par l'ancien Premier ministre Shogel, et Takuba, c'était le nom de la force spéciale mise en place par l'Union européenne à l'époque pour aider les forces armées maliennes à faire face aux terroristes. Alors, quand il est venu à la tête du gouvernement et qu'on a demandé à résilier le contrat de cette force européenne, l'explication qu'il a trouvée devant le public et les médias, c'était de dire que Takuba, le sens, c'est le sabre et le sabre sert à diviser. Donc, l'idée ici, c'était pour lui de dire que cette force-là n'est pas là pour aider les Maliens, mais elle est là pour diviser le Mali. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, la dernière question, c'est de savoir par rapport aux cibles de la désinformation. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont cibles de la désinformation en Afrique, ils sont suffisamment outillés pour y faire face? Non, je ne pense pas que les gens soient suffisamment outillés. C'est aussi ça l'un des gros défis, que ce soit les acteurs gouvernementaux, que ce soit les individus. Personne n'est suffisamment préparé pour faire face comment dirais-je, aux fausses informations. Même si les actions menées par les différentes organisations de la société civile, les médias commencent petit à petit à porter leurs fruits. Alors, les gens n'ont pas les mêmes réactions face aux fausses informations en 2020 et maintenant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Beaucoup de gens maintenant comprennent, ils ont les notions de base pour savoir faire la part entre le vrai et le faux. Alors, il y a des sujets qui pouvaient faire réagir beaucoup de monde en 2020. Maintenant, ce n'est plus le cas, tout simplement parce que voilà, les gens apprennent petit à petit grâce aux efforts conjugués des différentes organisations. Merci beaucoup, Nyangali. On va continuer. Ça, c'est notre premier tour pardon, de table avec les différents intervenants. Je vais rappeler juste aux participants qui peuvent poser des questions, soit en écrivant leurs questions dans le chat ou bien juste en levant la main pour demander la parole. Je vais leur permettre d'ouvrir le micro pour qu'ils puissent poser des questions de compréhension ou bien des questions d'éclaircissement ou bien s'ils ont des questions spécifiques par rapport à l'intervention d'un de nos intervenants. Donc, on va donner la parole aux participants. Si vous avez des questions, soit vous vous mettez dans le chat ou bien vous pouvez lever la main et puis je vais vous donner la parole. Je ne vois pas de main levée d'abord. Pour lever la main, vous pouvez cliquer sur la partie réagir. Il y a lever la main. Je vois la main de Kouma. Kouma, je vais te donner la parole. Kouma, vous pouvez ouvrir le micro. Après, Amadou, je vais te donner la parole. Kouma, allez-y. C'est bon, Kouma? Oui, allez-y. Il faut... Tu peux cliquer. Ok, Ouais. d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout un chacun. En tout cas, je suis ravi d'être ici parmi vous pour vraiment échanger avec vous
par rapport à ce sujet vraiment important dans notre société actuellement. Merci beaucoup à vous aussi, M. Yacouba Dramé, par rapport à ces genres d'initiatives dans notre région. Moi, je vais juste intervenir par rapport au niveau là où Nyangali a parlé de Takuba, dont lors de la rencontre avec les médias et l'ancien PM, et qu'il a l'habitude de parler de ce sujet. Donc, moi, je veux juste savoir si ce que le PM a dit, si c'est une fausse information ou bien si si l'information est vraie ou faux. Parce que il a parlé que le PM a parlé du sabre par rapport devant les médias. Donc, si toutefois cette information-là, elle est vraie ou bien elle est fausse. Merci bien. D'accord, merci Kouma. Après, on va donner la parole à Nyangali. On va prendre un deuxième intervenant, Amadoun. Vous pouvez cliquer sur votre micro, voir Amadoun. Amadoun, c'est bon, allez-y. Voilà, merci bien. Jacob, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. D'accord, merci bien. Alors, bonjour à tous les participants. Et merci vraiment pour l'organisation de ce webinaire. Et vraiment, bravo à nos intervenants qui ont quand même été très précis et très convaincants par rapport au travail qu'ils ont effectué, malgré les maigres moyens qu'ils ont. Même couvrir ces 3 États, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout évident. Maintenant, certaines de mes questions ont été prises en compte. Mais la dernière, c'est quoi? C'est de savoir, Aliou, comme celui qui est chargé du rapport, est-ce que ce rapport sera fourni aux autorités? Parce que dans l'intervention de Nyangali, je voulais poser la question, mais la question de répondre, c'est de savoir qui est derrière ces acteurs de mise en œuvre. Parce que les acteurs qui ont été cités, à savoir, comment dirais-je, Tunkara, Iba Bokoum, etc., quand même, en plus de la motivation monétaire du côté lucratif du travail qu'ils font, c'est des acteurs de mise en œuvre de ces informations. Maintenant, qui est derrière ça? On a cité les armées terroristes, les États, quelque part, des hommes très puissants, quelque part. Mais est-ce que ces rapports seront fournis à ces acteurs donateurs qui font en sorte que la désinformation gagne du terrain, qui font en sorte que, je ne sais pas, quels que soient les motifs, si c'est pour avoir la puissance, c'est pour s'imposer, c'est pour avoir la notoriété, etc. Qu'est-ce qu'il est? Parce qu'on voit ces derniers temps, les 3 États de l'AIS, quand même, sont en train de mettre en œuvre des mécanismes, des techniques, même des fonds pour lutter contre la désinformation. Ils le disent partout. Et on voit ces mêmes acteurs, ces mêmes personnes, ces mêmes autorités faire de la désinformation. La question se pose, qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Est-ce qu'il va un peu bon? Quant à l'intervention du PM Shogil pour dire que Takuba, on essaie en ce moment, ça veut dire le sabre, c'est pour diriger. Bon, là, c'est pur. On essaie tous. Une pure et simple désinformation. C'était un moyen pour quand même inculquer dans la tête de la population que tout ce qui nous arrive, tout notre malheur du monde entier, c'est grâce à la France. Et là, c'est quand même, c'est visible et c'est prévisible aussi. Merci bien, Yacouba. Ok, merci beaucoup, Amadoun. Je pense qu'on a 2 questions, une première posée à Nyangali et une seconde à Aliou Diallo. Je voulais savoir s'il y a d'autres intervenants, si d'autres participants veulent poser des questions avant que nous retournons à nos invités par rapport à leurs interventions. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ok, d'accord. Si quelqu'un d'autre a une question, il peut écrire dans le chat. Je vais donner la parole à Lassine
Nanyangali pour la réponse à Kuma. Lassina. Merci beaucoup, Dramé. Et Kuma, bon, et pour paraphraser en Bambara, et Kulo, Kulo la Kuma Duma, Ani Tien, Otekele. Au fait, l'intervention du PM, euh, on peut le comparer par exemple au propos de Hitler quand il dit le vrai Allemand, c'est celui qui maîtrise, celui qui mesure 1,80 m et plus. Et il a les yeux bleus, il a les cheveux, je sais pas, cheveux blonds. Et c'est un peu ça, en fait. C'est une opinion. Moi, il n'a pas dit directement que cette force est venue pour diviser le Mali. Je pense que la force n'a pas parachuté au Mali. Elle est venue avec l'autorisation des autorités maliennes. Est-ce que les autorités qui ont signé et autorisé l'arrivée de cette force-là sont apatrides au point d'appeler des étrangers à venir diviser le Mali? Je pense que non. Et encore, ce qu'il a dit, ça reste une opinion, c'est une interprétation un peu biaisée dans l'objectif de manipuler l'opinion, mais on ne peut pas prouver cela. On ne peut pas prouver pourquoi, parce qu'il voilà, y a aucun document officiel, il n'y a rien de factuel qui peut nous démontrer que ce qu'il dit est vrai. Et sinon, toi, tu as suivi, je pense, plusieurs formations en fact-checking. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Mais il y a c'est comme si tu dis ATT, c'est un rebelle. Ça a été dit. J'ai même entendu un ancien ministre, chef de cabinet de ATT, faire la campagne avec le slogan ATT a tellement sous-équipé l'armée malienne que 10 militaires se partagent une seule arme pour faire face aux rebelles. Donc, c'est des idées comme ça que les hommes politiques souvent utilisent pour manipuler la masse. Ok, merci beaucoup, Lassina, pour cette réponse. Aliou, je pense que la question de Amadoun t'est adressée. Amadoun voulait savoir si les notes là seront envoyées aux autorités. Allez-y. Alors, est-ce que les notes en tant est-ce que les notes seront envoyées aux autorités? Non, mais le travail du consortium, Yakou aurait pu répondre à la question. Le travail du consortium a aussi consisté à produire un article qui a été toujours publié sur le site, en tout cas de la Voix des Mopti, qui revenait un peu sur chaque note. Et ce travail de vulgarisation de la note, c'est aussi quelque part non seulement permettre à tous ceux qui sont tous ceux qui sont dans la lutte contre la désinformation ou qui s'intéressent de près à ce phénomène de désinformation en Afrique, de pouvoir capter ce qui a été fait par le consortium, mais aussi permettre aux autorités de, de capter aussi ce qui était ce qui était trouvé dans ce note-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de partage officiel, si vous voulez, où un courriel est envoyé aux autorités. Et si c'est le cas, quand on dit aux autorités, est-ce qu'il faut le partager avec la présidence ou la primature ou un ministre visé, un ministre avec la note? Je pense que ce travail n'a pas été fait par le consortium, mais chaque fois, faire un article sur la note et partager ça sur le site, et après relayer cet article sur les réseaux sociaux, je pense que ça aussi, c'était l'une des manières aussi de rendre public ce travail qui a été fait et permettre non seulement aux autorités, mais aussi à la population de façon générale et particulièrement à la communauté des fact-checkers de la région de pouvoir en tout cas savoir ce qui était fait et les trouvailles que nous avions dans le cadre dans le cadre de cette captation de fausses informations en ligne. Donc voilà, Yacouba, je ne sais pas si ça répond clairement à sa question, mais voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci. D'accord, je pense qu'on s'achemine vers la fin de ce webinaire. Ce que je peux ajouter à ce qu'Aliou vient de dire, en fait, les notes d'analyse sont publiques, c'est-à-dire que les notes d'analyse sont à la disposition de tout le monde.
Les notes d'analyse sont envoyées par mail, sont publiées sur les différentes plateformes des trois organisations. Donc, certainement, les gouvernants ont eu accès aux notes, mais il n'y a pas de mécanisme direct qui permet d'aller, nous, au niveau de Mopti, ici au gouvernorat ou bien à Bamako, d'aller au département ministériel pour aller les transmettre, mais les notes là sont publiques. Donc, sans plus tarder, moi, je vais commencer à donner la parole aux intervenants avec une réponse par rapport au mot de conclusion de chaque participant. C'est de savoir comment faire en sorte d'avoir un espace public assaini de informations. Je vais commencer par Saïd Bilal, puis après Aliou. Saïd, vous avez la parole. Oui. Voilà. Oui, et la question c'était de savoir comment faire pour avoir un espace. Atteindre l'espace public et votre mot de conclusion. Ok. D'abord, moi, je crois que là, on a affaire à une question beaucoup plus d'école. Moi, je suis beaucoup plus pour la formation parce que quand on parle d'un État dit démocratique, il faudrait surtout accentuer, comment on appelle ça, les priorités autour de la formation des citoyens, de la qualité de la formation. Et je crois que cet aspect aussi pourra énormément contribuer à relever un peu le niveau, les capacités de perception et d'analyse de nos citoyens sur certaines questions qui semblent assez techniques et complexes. Voilà. Et outre cela, il y a aussi les initiatives de fact-checking qui sont en place, mais le problème aujourd'hui, bon, peut-être je suis seul sur la question et c'est regrettable aussi, c'est cette démagogie dans la pratique du fact-checking aujourd'hui qui fait que les perceptions commencent à être plus ou moins négatives envers cette pratique-là. Soit on sait, quand on prend le principe de l'IFCN, il y a certains de ces comportements que les organismes de fact-checking ou le fact-checker ne doivent pas prendre, ne doivent pas faire. Mais on constate, je ne vais pas utiliser les termes, mais bon, on est là. Récemment, j'ai vu quelqu'un parler d'opportuniste. Voilà, il y a ces problèmes-là qui est là. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est fact-checker, tout le monde est, mais bon, de motivation divergent des uns ou des autres et je crois qu'il faudrait travailler sur ces points-là. Il faudrait rester transparent et puis objectif dans la mesure du possible. Et c'est pas forcément qu'on n'aime pas, par exemple, le militaire ou bien qu'on doit tout le temps vérifier à charge, quoi. Voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui va dans leur sens et qui est factuellement fondé, ça coûte rien au fact-checker de faire son travail. Quand c'est quelque chose qui est factuellement infondé, ou bien fondé, qui ne part pas aussi dans leur sens, ça ne coûte rien. En tout cas, nous faisons notre travail. Mais bon, l'autre aspect, c'est aussi de continuer à amplifier les sensibilisations. Les sensibilisations, et quand je parle de sensibilisation à ce niveau, je pense surtout aux populations non lettrés, non lettrés et qui sont aussi impactés par ces phénomènes et dans les langues qu'elles comprennent, qu'elles parlent. Et il faudrait continuer à partir vers eux, à les sensibiliser, à les faire comprendre le mécanisme de ce phénomène.
Et de toutes les façons, la question de la désinformation, elle est aussi vieille que le monde et il ne faut pas s'attendre que en un clin d'œil, on va en finir, ça va continuer. On peut néanmoins continuer à diminuer un peu, comment on appelle ça, l'amplification. Voilà, je vais chuter sur ces points. Je suis ravi de prendre part à ces échanges, surtout avec aux côtés des autres. C'est fut un réel plaisir. Merci. D'accord, merci beaucoup, Sagaïdou Bilal. Je rappelle que Sagaïdou Bilal, le représentant du lead du consortium, il est le rédacteur chef du desk vérification des faits de Tama Media, un média basé en France. Aliou, je vais te donner la parole, mais il y a une question de Kangai Sangare qui demande par rapport aux collectes, sur quel pays vous avez récolté le plus de fausses informations? Vous mais allô? Alors, Oui, on veut par rapport, ça. par rapport à la question, je pense que c'était proportionné, hein. On récoltait pas mal d'informations sur le Mali, mais aussi, je vais dire, des fausses informations sur le Mali, mais aussi sur le Burkina et le Sénégal. Je pense que le Burkina, le Sénégal et le Mali, c'est les trois pays sur lesquels on a fait beaucoup de collectes. Je pense que peut-être on en a plus récolté au Mali que dans les autres pays, mais c'était vraiment, c'était vraiment proportionnel. Donc, il n'y avait pas une grande différence entre les quantités qui étaient récoltées par pays, parce que le collecteur aussi n'était pas partagé pour dire, écoute, tel tu vas t'occuper de tel pays ou tel tu vas t'occuper de tel pays. Mais le Sénégal, par exemple, celui qui s'occupait du cas du Sénégal, c'était Souleymane Diassé. Je ne sais pas s'il est s'il est dans le webinaire, mais c'était principalement lui qui nous ramenait le contenu sur le Sénégal. Et donc, au Mali, on avait Saraïdou Bilal, mais aussi euh, Youssouf Traoré de la rédaction Voix des Mopti. Et donc, sensiblement, on avait plus de contenu sous le Mali, mais vraiment à des proportions qui n'étaient pas importantes. Donc, ça, c'était par rapport à la question de Kangai. Mais pour ce qui est de Sagaïdou, pas de Sagaïdou, mais de Yacouba, par rapport à ta question, je pense que moi, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, honnêtement. Je me pose tellement de questions et tout de suite, dans les discussions avec Niagali, c'est ressorti. Euh, on est à une époque où il y a tellement d'embouteillages dans la tête des uns et des autres. Il y a tellement de vérifications, il y a tellement de différentes définitions. Et c'est qu'une fausse information que je me dis, pour l'internaute lambda, pour le simple utilisateur de l'Internet, il est perdu, il est confus. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont pionniers et qui utilisent la désinformation comme une arme, pratiquement comme une arme, mais aussi qui se retrouve dans une position de dire qu'ils luttent contre la désinformation en qualifiant l'autre partie comme étant ceux qui font de la désinformation. Donc, je pense que ce travail de lutte contre la désinformation, c'est comme le travail de lutte contre le terrorisme. C'est que ce qui est considéré comme une désinformation par un acteur étatique peut être considéré comme une très bonne information par un autre acteur en face. Donc, entre les deux, je pense que les premières victimes, c'est la population, mais ça complique surtout le travail de ceux qui sont entre les deux qui essayent de lutter contre la désinformation. Donc, je parle de la communauté des fact-checkers. Et là, dans vraiment le sens large du terme, c'est que vous prenez aujourd'hui le terrorisme, vous allez prendre une organisation, elle est considérée terroriste dans un État et elle est considérée comme pas terroriste dans un autre État. Alors, vous prenez aussi les fausses informations, c'est que vous avez une certaine catégorie d'informations, vous avez un certain narratif qui sont considérés comme des narratifs qui sont de la bonne information factuelle et qui permettent quand même d'atteindre des objectifs politiques, idéologiques, mais qui sont considérés par d'autres partis comme étant de la pure manipulation. Donc, entre les deux, c'est les populations, mais aussi, une fois de plus, les fact-checkers. Donc, je pense que ça pose vraiment d'autres défis à ceux qui sont dans la lutte contre la désinformation et ça nous pousse, nous, à nous interroger sur les outils déjà déployés
pour lutter contre la désinformation et à interroger ces outils, à réfléchir comment les améliorer. Et pour le moment, je n'ai pas de réponse, mais je pense aussi qu'il est important quand même, c'est vrai, de soutenir tout ce qui est lutte contre la désinformation, mais de travailler aussi vraiment à avoir une architecture de l'information très solide, surtout en Afrique. Et moi, j'ai mise beaucoup sur la radio. Moi, j'ai mise beaucoup sur la radio au Mali. Je pense que c'est un peu similaire quand on va au Burkina aussi. Je pense que la radio peut jouer un rôle extrêmement important dans la promotion d'une information de qualité. Et aussi, c'est bien de courir derrière les fausses informations, mais je pense qu'il faut travailler aussi à avoir des journalistes qui traitent vraiment de l'information et qui diffusent une information de qualité factuelle et qui met le public en confiance. Et je pense que déjà en travaillant sur cet aspect où on a une information vraiment crédible, vérifiée, factuelle et qui est très bien fait, qui est servi au public, je pense que ça participe vraiment à amener le public à avoir plus confiance aux hommes des médias et à lutter de façon avant-gardiste, à lutter contre la désinformation parce qu'on aura une population déjà informée. Et donc, à côté, on va continuer à courir derrière les fausses informations, à les fact-checker, mais je suis d'accord avec ce que disait notamment Bokar, comme quoi que ce n'est vraiment pas ça qui va nous permettre vraiment d'avoir un espace, un cyberespace assaini et qui est loin des fausses informations. Donc voilà, Yacouba, ce que je voulais partager comme solution, donc mettre plus l'accent sur la radio et mettre en valeur les journalistes, les former et les mettre vraiment en avant pour qu'ils puissent produire une information vérifiée et vraiment crédible et continuer à côté à soutenir ceux qui luttent contre la désinformation, qui courent derrière la désinformation, qui essaient de la rattraper. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à Lio. Je vais donner la parole à Bokar Sankaré. C'est la même question. Comment faire en sorte d'assainir l'espace public francophone? Je ne sais pas, Afrique de l'Ouest francophone par rapport à toutes ces questions de désinformation. Bokar? Merci, Yacouba. Ça, c'est une question très complexe. En fait, bon, parce que le contexte a été rappelé par mes prédécesseurs. Il s'agit aussi de pays qui sont en guerre. Et depuis plus de 2500 ans, on sait que l'art de la désinformation fait partie de l'art de la guerre. En fait. C'est-à-dire que les partis en guerre ont de tout temps été des informatrices, de toutes les façons. Mais après, la question est beaucoup plus complexe que ça parce que elle nous amène aussi à nous interroger sur notre propre travail en tant que journaliste, en fait, qui ne peut pas se faire indépendamment de l'environnement politique, économique, social et même juridique dans lequel nous évoluons, en fait. J'ai dit ça pourquoi? Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que, par, par exemple, on sait que euh, aujourd'hui, la plupart des acteurs répertoriés comme étant des producteurs, les principaux producteurs même de la désinformation, évoluent sur des plateformes sur lesquelles ou pour lesquelles il n'y a aujourd'hui pas de régime juridique dans certains pays, comme le Mali, par exemple. Est-ce que ça veut dire que la solution est dans la répression, etc.? Euh, non, et ça m'amène au point que j'ai soulevé lors de ma première intervention pour dire que
Encore une fois, on a beau dire qu'il faut revenir aux fondamentaux du métier des journalistes, former, non, diffuser une information vérifiée, vraie, recoupée, etc. Après, tant que, encore une fois, à mon avis, le public lui-même n'est pas formé dans la maîtrise de ces moyens d'information, on n'ira pas loin, quoi. Et on sait que des initiatives de ce type ont existé dans certains pays, même au Mali, par exemple. Moi, je me souviens très bien que vers 2009-2010, il y avait des initiatives de ce type au Mali, avec un financement belge, si mes souvenirs sont bons, mis en œuvre par l'Institut pour le développement et l'enseignement des médias au Mali, IDEM, qui formait dans les lycées déjà, dans les lycées surtout, des élèves, en fait, comment à lire, en fait, un journal, à comprendre le contenu, à comprendre comment, en fait, l'information est produite, c'est quoi une information fiable, en fait, c'est quoi des sources, c'est quoi une source, en fait, quand est-ce qu'on peut dire qu'une information est fiable? Donc, il y avait des initiatives de ce type, mais qui n'ont pas été poursuivies de toutes les façons. Euh, Pourquoi? Je sais pas du tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve encore à parler en fait de la nécessité de former en fait les gens dans la maîtrise de ces moyens d'information. En fait, bon, ça montre à quel point il y a eu une régression quoi, sur ce plan-là et que nous sommes en train de payer dans nos pays malheureusement. Donc, à mon avis, l'enjeu est là. Et là, il y a utilité aujourd'hui à former le public lui-même, quoi. Sinon, on ne s'en sortira pas. D'accord, merci beaucoup, Bokar Sankare, pour ces précisions et ces conseils. Je vois qu'avec Aliou et Sagaïdou, vous conseillez plus d'éducation aux médias par rapport à cette problématique. Je vais donner la parole à Lassina Nyangali pour la même question et ses mots de conclusion. Je rappelle juste que j'ai mis dans le chat des liens pour avoir des informations sur le dernier livre de Bokar Sankare, aussi pour faire un tour sur la plateforme BMR Vérif, sur le média Tama Media de la France, de Sagaïdou, ou encore les jalons de Lassina Nyangali. Les liens sont dans le chat. Lassina? Lassina, allez-y, vous pouvez... Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour l'initiative. Bon, comme solution, moi, je pense que la première et meilleure solution de lutter contre les fausses informations et leurs conséquences, c'est avoir des systèmes démocratiques viables. Parce que sans ça, c'est très, très compliqué, quel qu'en soit ce qu'on va faire. Regardez ce qui se passe un peu aux États-Unis maintenant et à travers le monde, où les journalistes honnêtes qui font leur travail correctement sont accusés de désinformateurs, de manipulateurs, et ça va très, très loin. Et je pense que nous, dans nos pays aussi, c'est presque la même situation que nous vivons. Alors, quand ça arrange l'autorité, c'est une bonne information. Quand ça n'arrange pas l'autorité, c'est une désinformation. Donc, ils ont leur propre baromètre qui est différent du baromètre qui est celui des journalistes qui se fondent sur la charte de Munich et les différents textes locaux d'éthique et de déontologie. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, ça, les autres l'ont abordé, hein, ça c'est la formation des journalistes pour un travail de qualité. Aussi, dans nos pays, l'une des choses qui encourage aussi, ce n'était pas un justificatif, hein, mais la situation économique de nos médias aussi sont telles que voilà, les gens sont très, très tentés à faire tout et n'importe quoi pour gagner leur vie. Donc, c'est là aussi, comment dirais-je,
encourage la diffusion des fausses informations. Donc, brièvement, moi, c'est ce que je peux ajouter à ce que les prédécesseurs ont dit pour ne pas se répéter. Merci. Ok, merci beaucoup, Lassina Nyangali. Je pense que c'est pratiquement l'heure de conclure, mais je vois, de terminer, de boucler, je vois une dernière question. Quelle astuce pouvez-vous nous donner pour nous protéger contre l'IA? Bon, je ne sais pas, parmi vous, qui va prendre dire quelques mots à cette participante avant qu'on mette fin à la réunion. Qui peut donner quelques astuces par rapport à l'IA? Bon, l'IA, quand il s'agit des photos, par exemple, il faut bien observer. Si vous ne voyez pas très bien comme moi, il faut peut-être avoir des lunettes corrigées, voir le contour, par exemple, des photos bien zoomées. Quand vous zoomez, vous allez voir des incohérences au niveau des mains, des yeux, de la bouche, le contour même de la personne. Et puis, quand il s'agit des voix, les voix générées par l'IA sont généralement trop robotiques. Ce n'est pas comme les voix humaines et les tics, par exemple les hésitations, les arrêts et autres là, ça, c'est des éléments qui souvent ne ressortent pas dans les voix générées par l'IA. Donc, moi, je pense que c'est quelques références sur lesquelles il faut se fonder. D'accord. Merci beaucoup, Lassina Nyangali, pour ces réponses à la question de Fatoumata Ba. Fatoumata Ba, merci pour la question. Donc, c'était un plaisir pour moi de modérer ce webinaire. Je dirais avec les autres membres du consortium, Inch'Allah, on va se retrouver dans d'autres panels, dans d'autres webinaires pour parler de la désinformation, surtout dans les contextes africain et dans le contexte global. Je suis sûr que la lutte contre les fausses informations reste un travail remarquable. Et je trouve que les fact-checkers africains, malgré les maigres ressources, font du bon boulot. Et le fact-checking n'est pas spécifiquement dédié contre quelqu'un, mais c'est juste pour apporter de la transparence dans le débat public. Souvent, ça peut vous viser, vous êtes victime, les fact-checkers seront là pour rétablir les faits. Souvent, vous pouvez être auteur, ils seront également là pour rétablir les faits. Merci à tous les invités. Je vous dis merci beaucoup à Zakaria Ouedraogo du Burkina Faso. C'est très gentil d'avoir participé. À la prochaine.